check it out now. Hey, comment ça va les amis? Je suis super heureux de vous emmener aujourd'hui en balade dans les alentours de la rue Saint-Maur. C'est l'une des rues les plus longues de Paris, presque 2 km. Elle traverse 2 arrondissements, les 10e et les 11e. Alors, elle démarre tout là-bas, la rue de la Roquette, à 2 pas de la Bastille, et passe entre la République et Belleville. C'est la transversale par excellence, qui croise des rues bien plus prestigieuses qu'elle, comme Oberkampf ou Chemin Vert. C'est en quelque sorte le parent pauvre du quartier, mais croyez-moi, elle vaut le détour, puisqu'elle nous conduit dans des quartiers populaires, joyeux et colorés, et dans d'autres en pleine mutation sociologique. De belles histoires, de belles rencontres, de la tradition et bien sûr un peu beaucoup de gourmandise. Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Paname. Au sommaire de ce nouveau numéro de Paname, une belle tranche de rigolade. Yvan nous amène au Paname Art Café, l'endroit le plus stand-up de Paris. Découverte du lieu avec Hakim Djemili, jeune humoriste en pleine ascension. Moi maintenant, avant de monter sur scène, je me fouille pour être sûr que j'ai pas d'armes ou quoi, tu vois. C'est l'histoire d'un sauvetage. Un atelier de la rue Saint-Maur a retrouvé une 3e vie grâce à Arnaud. Il a transformé l'ancienne manufacture familiale de carton en espace culturel et événementiel. Comment ça va? De la chanson réaliste à la musique électronique en passant par le jazz manouche, la Java, c'est la salle de concert des rebelles noctambules parisiens. Découverte avec le chroniqueur le plus funky du 21e siècle, Frédéric Gersal. Bon, je vous offre un coup à boire. Thomas est né sur une planche à roulettes et c'est rue Saint-Maur qu'il a implanté sa maison d'édition, en grande partie dédiée à sa passion. Mais tout de suite, Yvan rejoint Marine, une guide touristique passionnée d'art urbain. Allez, c'est parti pour une visite décalée et insolite des alentours de la rue Saint-Maur. Check it out, check it out, check it out now. Ah Marine, Bonjour. comment tu vas? Je t'attendais. Tiens, installe-toi à ma Oui, je place. suis désolée. Tu viens d'où? Bien, je viens de l'Opéra Garnier. Ah, c'est un autre quartier. Oui, Tu faisais une visite là-bas? exactement, je faisais une visite là-bas. Voilà, et là je suis là. Je t'ai donné rendez-vous ici. Et pourquoi ici alors? Tu voulais montrer quoi? Pourquoi ici? Parce que tu m'as demandé une petite balade sur le street art. Et en général, c'est vrai qu'on commence ici. Parce que voilà, tu vois juste derrière toi, il y a ce qu'on appelle le mur. Ça veut dire modulable, urbain, réactif. Et tous les 15 jours, tu as un artiste qui vient faire en fait une œuvre ici. Et du coup, l'artiste crée en public. Il y en a plein dans le quartier. Oui, alors celui-là, il a une particularité, c'est qu'il est autorisé. Ah, et les autres, ils sont pas autorisés. Pas Et tous. c'est ça que tu veux me montrer. Exactement. Tu Voilà. me montres alors, on y va? Allez, c'est parti. On part par où? Par là, par là? Ben, on va aller par là. Eh ben, très bien. Alors, il y a 2 choses à voir. Alors, il y a là-haut, c'est un artiste qui s'appelle Chiotte et Oui, qui c'est fait assez des clair. toilettes. Et en dessous, alors c'est un artiste qui est très très connu, qui s'appelle Shepard Fairey. C'est un visage qui représente André the Giant, qui est un catcheur français. Et c'est celui qui a dessiné l'affiche pour la campagne d'Obama qui s'appelle Hope. D'accord. Donc là, on remonte. Enfin, on va descendre la rue Saint-Maur et on va aller jusqu'à la rue de la Fontaine-au-Roi. Là, tu vas voir, il y a plein d'œuvres qui nous attendent. Alors pourquoi ici, particulièrement dans ce quartier, il y a plein d'œuvres d'art comme ça, de street art? Mais en fait, si tu regardes un peu l'architecture, déjà on est dans un ancien quartier populaire, donc on a peu d'haussmanniens, assez peu de façades historiques, et il y a beaucoup de pignons qui sont... Alors les pignons, c'est les bouts de mur, tu vois, par exemple, comme derrière, Ouais, qui sont bah ouais. libres et qui offrent donc la place tout simplement pour peindre. Alors ça, c'est qui ça? Cachink, Ouais. qui est une artiste française. En l'occurrence, elle travaille beaucoup sur les droits des femmes, les droits des homosexuels. Donc par exemple, si tu lis Oui. la phrase, en fait, ça commence par une chanson de Cyndi Lauper que tout le monde connaît. Et au final, ça se termine par les femmes veulent juste avoir des droits fondamentaux. Décidément, il y a tous les supports ici. Hein. Ouais, les Même, camions, ça même c'est... ambulants. Ça, c'est quoi pour toi, ça? C'est du graffiti. C'est du Du coup. graffiti. Avec aussi, il y a des tags. C'est- Donc les tags, c'est plutôt ça. Donc c'est l'inscription de ce qu'on appelle un blaze. Un nom. blaze, un nom. Voilà. D'accord.
Oui, il faut être anglophone. Ouais, ça c'est une œuvre d'art. Ça c'est ça. C'est une œuvre d'art urbain. Ouais. Ça c'est un graffiti qui s'appelle des bubble letters, lettres bulles, et un tag. Ok. Tout ça, il y a un langage quand même. Hein. J'aime bien l'idée d'avoir des œuvres d'art quand je sors de chez moi, qui égayent mon quotidien, qui me font réfléchir aussi. J'aime bien l'idée que la rue est un musée à ciel ouvert. Là, on arrive où? Alors, on est rue de la Fontaine-au-Roi. J'ai toujours aimé le nom de cette rue. Et, Waouh! et comme tu vois, voilà, c'est une il y a rue un très grand spot investie. là. 3DT. Ouais, ça c'est le nom de l'artiste. Ah, c'est le nom du crew, c'est le nom du groupe dont il fait partie. D'accord. Et après, chaque artiste va créer avec son blaze, en fait, avec son nom. Blaze. Et c'est un marquage de territoire, en fait. Il y a, voilà, j'étais là, j'ai posé mon blaze, en fait, voilà. Et en France, c'est quand? Quand est-ce que ça a vraiment commencé, Alors, cette en culture-là? France, c'est un art urbain qui n'est pas au départ du graffiti, qui arrive dans les années 60 avec des artistes qui sont des artistes à la base. Daniel Buren est considéré comme un des pionniers de l'art urbain. Les colonnes Buren, comme ça, c'est... Voilà, c'est assez un phénomène d'art urbain. On a aussi un artiste qui est très connu qui commence à créer sur des palissades. Il s'appelle Gérard Zlotikamian. Mais alors ici c'est un des plus grands spots de... Et ici, voilà, c'est un, Paris, là. c'est un grand spot, effectivement, parce que tu vois, il y a un très grand mur. Et ça n'a pas de prix à Paris. C'est un peu le jeu, l'art urbain, le graffiti, c'est que c'est éphémère et donc on a Avant que ça des œuvres qui disparaisse, changent. je vais faire quelques photos, moi. Bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça aujourd'hui qui fait que les artistes sont connus, c'est qu'il y a la mémoire de leurs œuvres par les photos. Merci, De rien. Marine, pour cette visite originale du quartier. Check it out, check it out, check it out now. Si cette découverte insolite de Paris avec Marine vous intéresse, comptez 17 € par personne pour environ 3 heures de visite. Art de rue, sport de rue. Comme le street art, le skate a toute sa place dans le quartier. Plus qu'un sport, le skate, c'est une culture avec son esthétique et ses références. J'ai rendez-vous avec Thomas, éditeur de livres consacrés à cette discipline. Salut Thomas. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, bienvenue. Quel Gemap? Bah ouais. C'est tous les matins là? Tu commences après le petit déjeuner par... Bah quand on peut, quand il fait beau et quand c'est sec, et vu que c'est juste à côté du bureau, on est plutôt pas mal. C'est tout petit ici. C'est tout petit, c'est un des plus petits skateparks de France, mais au final il est assez bien fait, il est ouvert sur le reste du canal, les gens, tu vois, sur le côté, on Bah peut ouais. discuter en étant dedans, dehors. On est parti, on y va. Allez. Pas trop vite, pas trop vite. Ça va plus vite que le vélo, le skate. En permanence, hein, pour avoir l'essence. C'est où, c'est là? Ah ouais. Donc là, on arrive où? Là, alors on est au 212 rue Saint-Maur, petite cour qu'on voit pas forcément de l'extérieur. Et c'est une enfilade donc de 3 petites cours avec 4 immeubles. Une espèce de caractéristique de ces petits endroits, c'est que c'est des arrière-cours en fait, qu'on voit jamais quand on est dans la rue. Et c'est des endroits qui ont été pleins de vie. Et derrière, c'était les anciennes écuries au 19e siècle. Ouais. Et du coup, on a des bâtiments qui sont un peu différents, avec des premières hauteurs sous plafond qui étaient plus larges pour accueillir les chevaux et qui ont été maintenant un peu reconvertis, enfin même totalement reconvertis pour accueillir des petites boîtes, des startups, des architectes. Et c'est ici que tu as ta boîte, toi? Et voilà, et c'est ici qu'on a notre boîte d'impression, enfin d'édition, on a une maison d'édition. On est plutôt bien, tout simplement, on est central. peinard. C'est où alors? Alors, on est juste à droite là, une petite verrière. Sympa. Tout bien, on peut poser nos vélos, nos scooters devant. Il y a les petits chats qui sont normalement en train de faire la sieste sur les scooters. Et voilà. Donc c'est ta maison d'édition? C'est notre maison d'édition. Je suis associé avec Stéphane Borgne qui est tout dessus. Et Bonjour qu'on va- Stéphane.
qu'on va rencontrer juste après. Et donc c'est notre maison d'édition. On est aussi une agence d'événementiel et voilà, on fait du contenu, Alors, de la création. explique-moi, c'est une maison d'édition spécialisée dans l'univers du skate. On fait des livres sur le skate à Paris. L'idée, c'est de documenter ce qui se faisait à Paris chaque année, ou regrouper le travail de tous les photographes qui faisaient de la photo et qui ne pouvaient pas forcément être publiés. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces livres-là? Alors, on essaie essentiellement de documenter tout ce qui va se passer dans la vie du skate, dans le skate et en dehors du skate. On va faire du skate d'une certaine façon à un certain endroit, et là où les gens vont, eux, marcher ou penser à boire un café, nous, on va penser à faire tel type de figure et jouer avec l'architecture. Dis-moi, Thomas, de tout ça, on en vit ou pas? Tout ça, c'est compliqué. Stéphane. Ça, c'est assez compliqué. Stéphane a dit non. Après, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on veut, on le fait de la façon dont on veut. Après, on en vit, hein. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour Stéphane. Enchanté. Alors quand je dis non, je dis on en vit, c'est parce que c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc c'est ce qui nous, enfin moi personnellement, c'est sûr que c'est pas en faisant des livres qu'on va alimenter un compte en banque. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. C'est pas l'industrie la plus lucrative du moment, mais en tout cas, comme c'est notre passion, c'est, enfin moi j'en vis pleinement en tous les cas. Je le vis au quotidien. Quoi. Pleinement. Ça, voilà. Bah merci. Merci les gars. Ce coin de Paris, populaire et mélangé, abrite une institution parisienne qui correspond parfaitement à l'esprit du quartier. La Java, rue du Faubourg du Temple. Le son de toutes les musiques du monde a résonné dans cette salle de concert. Un lieu qui a toujours su capter les humeurs de Paname. Et côté Java, croyez-moi, mon ami Frédéric Gersal en connaît un rayon. Freinez. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Ah, ça va bien, très bien. Bon, on visite? oui. Entrez, on se retrouve au premier. Criez pas comme ça, j'arrive. Ah, Frédéric, enfin. comment ça va? Comment ça va? Ah, moi je vous embrasse. Ben, on s'embrasse, Ah, oui. vous avez vu? C'est beau, Alors, je vais vous faire visiter, parce qu'il faut que je vous raconte. Alors, en fait, tout vient après la Première Guerre mondiale. Vous savez, on avait déjà créé les grands magasins à la fin du 19e siècle. Oui, avec les passages. Oui, et puis on va ouvrir effectivement des galeries commerciales que l'on commence à créer. Et c'est le cas de ce monsieur Kremnitz, qui est un promoteur, et qui demande à Ferdinand Bogil, architecte, de créer cette galerie, ce palais du commerce. Et remarquez bien qu'il s'agit d'une galerie, c'est-à-dire que ça n'est pas un passage ouvert de part et d'autre. On peut pas aller ailleurs, là. Exactement. Il faut faire demi-tour. Il n'y a qu'une ouverture. Et puis il y a là une cinquantaine de commerces, d'artisans qui s'installent sur un rez-de-chaussée et 2 étages avec cette lumière. La lumière, comme toujours dans les années 20, qu'on essaye de faire rentrer. Vous voyez, ces pavés de lumière au sol, à chaque étage, sur ces coursives. Et puis tout au fond, cette grande verrière qui apporte de la lumière, évidemment, pour les étages et pour pouvoir se promener. Très vite, tout ça va tourner. Comme toujours, le commerce n'est pas toujours florissant. Et maintenant, au XXIe siècle, ça existe toujours. Vous avez vu, c'est entièrement rénové. Et puis, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il y a au fond, parce qu'il y a un trésor tout au fond. Ah, j'adore les trésors. Alors, je vous donne un petit indice. Oui. C'est la joie bleue. Comme dit Fréhel. Ah, ben voilà. Bah oui. Vous chantez presque aussi bien qu'elle. Bon, en tout cas, j'ai le même corps. Ouais, à peu près, ouais. Ah oui. Et c'est La là coiffure, c'est juste la coiffure qui est différente. c'est là qu'elle a débuté. C'est où la surprise? Je vais vous faire entrer. Ah, oui. C'est au sous-sol de cette galerie. Regardez. Oui, c'est Oh, cette grille. Oui. Deux fruits qu'on trouve partout. Oui, c'est ça, corbeille de fruits. Allez, rentrez. Bonjour monsieur. Voilà ce lieu. Alors, c'est né en même temps que la galerie, 1923. On est sous la galerie. Alors, on est sous la galerie, on est en sous-sol, et c'est un bal musette à l'origine. Un bal musette, vous savez, les bals existent depuis la mort de Louis XIV, les bals populaires. 1715, les premiers bals ouverts au public, on paye un petit sou et puis on peut danser, jouer de la musique. Et puis en 1830, alors là ça devient une ouverture définitive. Et ici le bal musette, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a bal évidemment, puis il y a musette. La musette c'est un instrument, un peu comme une cornemuse, vous savez, un gros sac que l'on gonfle d'air. Et c'est un instrument qui existe depuis très longtemps. Mais si, vous le connaissez. Si je vous dis, il est né le divin enfant. Oui, alors jouez au bois, venez dans la lumière, jouez au bois, il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez.
Musettes. Les voilà, nos musettes, elles existent. Alors, ce bal musette, ici, la Java va se transformer petit à petit. Au début, c'est un bal musette, mais ça va devenir un music hall. Et il y a des gens qui ont débuté ici. Piaf. Piaf, alors on dit elle a que... débuté partout. Bah oui, un peu. Mais ça fait rien, ça fait rien. On va dire qu'elle a débuté ici. C'est la poésie. Et puis il y a Chevalier aussi qui aurait débuté. oui. Et Django Reinhardt qui serait venu surtout Django avec son jazz manouche. Dans les années 40, ça ferme, puis ça va rouvrir à partir de 68. Et toutes les décennies vont avoir une musique différente. Alors dans les années 80, pour que ça redevienne quelque chose de branché. Les années 90, on voit apparaître la world music qui vient un peu de partout, notamment la salsa. Alors la salsa, ça s'appelle la salsa qui veut dire la sauce, parce que c'est une musique piquante. Vous voyez un petit peu comment ça peut être. Et puis alors dans les années 90, oui, la world music, et puis dans les années 2000, alors là c'est plutôt de la musique urbaine, la musique d'aujourd'hui, quoi. Ça a toujours suivi les tendances. Ça a toujours été un lieu un peu interlope, comme En plus, mais très parisien. on le voit avec les fresques là. Ah ben voilà, ça raconte Paris. Et ça l'histoire aussi, du quartier. ça c'est d'origine, et il y en a tout autour. Bon, je vous offre un coup à boire. Oui, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben un truc fort, non? Oui, mais... Carrément. Ah bah oui. Ouais, on n'a pas le droit de le dire, sinon. À ce temps-là? Bah oui, je bah, oui, j'ai besoin de... Oui, je comprends, pour danser la salsa. Faites comme ça, la salsa? Oui, ah oui, mais ça, c'est piquant. Hein. Tiens, c'est là. 2, s'il vous plaît. Autrefois truffé d'ateliers de métallurgie, le quartier est devenu le carré magique des amateurs de l'off et de grands espaces pour se loger ou travailler. Rue Saint-Maur, bien cachée au fond d'une cour, une ancienne fonderie a gardé son âme d'antan. Elle a été transformée en espace culturel événementiel grâce à Arnaud, qui a mis tout son temps et son argent dans ce lieu unique à Paris. Waouh! Arnaud? Oui. Ah, t'es là, en train d'arroser les plantes. Salut! Ça va? Ça va bien, merci. C'est incroyable cet endroit. C'est la cartonnerie. Alors, bienvenue en tout cas. Je vais te faire visiter. Tu peux monter. Ouais, je passe par où? Là, l'escalier? Voilà, je suis en train de finir d'arroser les plantes là parce que elles ont un peu soif. Salut Arnaud. Salut. Dis donc, c'est drôlement sympa chez toi. Bah écoute, Waouh. voilà. T'es dans l'espace qui s'appelle la réserve. Oui. En fait, alors la cartonnerie, c'est un lieu un peu improbable d'une certaine manière, parce que je vais te raconter un peu l'histoire, mais c'est un lieu d'événements, de tournage. On accueille énormément de projets ici. C'est inclassable, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est un ancien atelier de 1860. Hein. C'est un lieu familial. Et j'ai décidé de récupérer cet espace pour, justement, le sauvegarder, d'une part, et en même temps de le faire vivre. Tous ces lieux ont un peu disparu, ou la plupart ont disparu, et au mieux ont été reconvertis en logement, loft ou en bureau d'agence. Voilà. Donc ici, c'est la mezzanine, c'est la partie à toi, ça, c'est ta partie intime. C'est ça. En fait, on est dans l'espace où je stocke. T'es un chineur, toi. Je suis un chineur. Je suis un... Comment dire? J'aime bien le réemploi. J'aime bien réutiliser les choses. J'aime bien leur donner une seconde vie. Ça s'y prête ici en même temps. Voilà. C'est idéal. Est-ce qu'ils sont confortables, les fauteuils? Ça, c'est les canapés de ma grand-mère. Ah bon? Ah, t'as vraiment récupéré tout ce qu'il y avait de la famille. Jusqu'au bout. Ici, on peut revenir la semaine prochaine. Peut-être on aura un tournage où on n'a même plus rien, on n'a plus ce décor-là. Ah, tout est possible dans ce lieu. C'est ça. C'est vraiment un lieu modulable. On peut transformer l'espace. Il y a une belle base, mais voilà, on peut lui donner toute signification. En tout, t'as combien de mètres carrés? Dans tout l'espace, on a 600 mètres carrés. Tu me montres? Oui, je vais te faire un tour. Alors, moi j'aime bien les matières aussi qui racontent... Une histoire? L'histoire. Ça raconte une histoire, celui-là. Ah bah là, les murs ici racontent toute une histoire. Hein. Chaque pièce a son univers en fait. Là-haut, c'est la pièce la plus intime, celle qui a le plus de d'âme. D'âme, ouais. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une sorte de bulle, une parenthèse. Les gens qui viennent ici, c'est soit pour les valeurs esthétiques du lieu, l'espace, hors du temps, un peu magique. Ah oui, t'as même une salle de cinéma. Waouh. C'est génial. Oui, alors là, je vais te montrer le film, un petit film que mon grand-père avait tourné dans les années tout début 70, qui montre un peu l'activité du cartonnage. Alors, parce qu'ici, effectivement, on est dans l'entreprise familiale.
C'est ça. C'était à tes parents ici. Mes parents ont travaillé ici pendant plus de 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on faisait précisément ici? C'était une petite usine, entre guillemets, dans Paris où beaucoup de créateurs venaient parce qu'ils avaient 70 machines ici. Hein, quand même. Ah oui. Donc ils faisaient de tout. Et je les ai connus. Hein. Et c'est vrai que c'est un univers qui m'a marqué. Et en fait, cet univers-là, je ne voulais pas qu'il disparaisse. Mes parents l'avaient mis en vente et voilà, je me suis battu pour qu'on le conserve. Et mes parents devaient partir à la retraite, donc finalement, c'est quelque chose qui meurt. Et c'est rentable cette affaire? Pas encore, vu tous les travaux qu'il y a eu et que je dois engager. Mais on va dire c'est une transmission. Bah, moi je vais rester là, je suis plutôt pas mal. Hein. On est bien là, non? Ah bah tu peux rester. Hein. Mais on va finir le film, non? Ouais, on finit le film. Si vous voulez vous lancer dans le stand-up, une discipline très à la mode, il faudra impérativement faire vos armes au Paname Art Café. C'est l'adresse incontournable du quartier pour les jeunes comiques parisiens. J'ai rendez-vous avec Karim, le maître des lieux, et Hakim Gemili, toujours prêt à dégainer une bonne blague. Salut Karim. Comment ça va? Yvan, enchanté. Merci. Bah, ça va super bien. Bah, je suis content de vous recevoir. Mais nous aussi. Parce qu'on ne peut pas ne pas connaître ce lieu quand on visite le quartier. On est un peu discret pourtant. Non, pas vraiment, c'est une institution maintenant dans la rue. La Fontaine. Ah oui, dans la rue, ouais. C'est un endroit mythique même. Ouais, ça va. Ça fait 9 ans, c'est pas mal. Ici, on vient pour manger, boire un coup, et surtout, on vient pour autre chose. Oui, maintenant aussi, pas mal d'activités culturelles comme des expos. Ouais. Ou alors, donc dans la salle du bas, Comedy Club. Donc avec des humoristes spécialisés dans le stand-up. Ça veut dire quoi précisément stand-up? C'est une façon de faire de l'humour de manière détachée, décontractée. Et c'est ce qu'on voit, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est pas improvisé le C'est stand-up. pas du tout de l'improvisation. C'est beaucoup d'heures de répétition avant d'avoir un effet décontracté, cool. Moi, j'ai jamais fait de stand-up. Voilà, je rêve d'en faire. Je viens sonner à ta porte et je dis... Déjà, tu envoies, on a Oui. une page Facebook, faites votre demande, on vous invite à venir. Et on passe devant un non, jury, y a non? pas de- Ah, tout le monde peut être... Tout le monde. C'est un vrai laboratoire, là. alors. C'est exactement ça, c'est un labo du rire. Hakim. Oui. Monsieur Cachour. Ça va? Ça va et toi? Salut Hakim. Salut, tu vas bien? Je vais Yvan, t'embêter un peu là. enchanté. Embêtez-moi, j'aime bien moi les embêtements. Ah bah écoute, t'es bien tombé. Ah, c'est bien tombé, bah c'est parfait. Il paraît que toi, t'es un vrai bébé du lieu. Ouais, je T'es né ici. suis humoristiquement né ici, ouais. C'était- C'est pas mal dit ça. Ouais. On peut dire ça comme ça, ouais, parce qu'en fait ici il y a plusieurs étapes à franchir, tu sais. Ouais. T'arrives ici, tu débutes, ça s'appelle le Labo du Rire. Donc c'est là où tout le monde peut tester ce qu'il a envie de tester, tout le monde peut jouer, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment le lieu où vraiment, bah, déjà c'est un peu comme chez nous, c'est comme à la maison. C'est un peu notre QG quoi. D'accord. À vrai dire, c'est ici qu'on écrit nos Tu blagues. passes tout ton temps, toi. Franchement ici j'y passe Ouais. tout mon temps. Mais je paye un loyer là. Ah ouais Mais, C'est ton deuxième appartement. c'est mon deuxième Ah, appartement. c'est ton salon, là. Mais je dirais même que c'est Ça, mon la premier mangerie. appartement. Mon salon il est là-bas. Il est au Ah fond. ouais, oui, c'est ouais. sympa d'ailleurs. Ouais, ouais, il est bien agencé. Dis donc, en Ouais. tout cas, ça marche pas mal le Panama Art Café, 43 000 likes. T'as vu, c'est pas mal. Hein. Nous, on a la chance justement d'avoir une grosse visibilité sur Internet, notamment YouTube, même Facebook ou autre. Ce qui fait que, bah, effectivement, on remplit plus facilement nos salles. Et après, voilà, ça veut pas dire que c'est plus qualitatif. On essaie de faire en sorte que ça le soit, mais ça demande quand même du travail. Donc voilà, c'est par là. Vas-y, je t'en prie. Hein. Ah, il y a plein d'affiches, il y a plein de gens qui sont passés là, Bah ouais, Norman. tous les mecs qui sont passés ici sont là. Ouais, c'est ça. Hé hé. Ah oui, on passe d'abord par les cuisines. Voilà, là t'arrives ici, là c'est la salle. Et là, Là, c'est les loges. On stresse avant de passer sur scène. Là, il y a carrément, tu vois, il y a carrément un règlement intérieur pour respecter les loges. aucune restauration possible en loge. Ne pas laisser de boisson en loge, pas de rapport sexuel en loge. C'est quand même pas mal, hein. Et puis voilà, bah, là, c'est là que tout se joue. C'est là que les carrières se jouent. C'est vrai, hein. Là, c'est la table de régie. On a un régisseur donc, qui gère un peu le son, les lumières, etc. pendant qu'on passe. Le stand-up, c'est un art. Il faut tous les jours jouer pour que ça marche définitivement. Moi, je sais pas vous, mais moi, depuis les attentats, depuis ce qui se passe dans le monde, en France, etc., tu sais, jamais de ma vie, j'ai autant regardé des chaînes comme BFM TV, iTélé, tu sais. C'est vrai, je regarde de plus en plus. Avant, je regardais pas, je m'en foutais de ces chaînes-là, tu sais. Mais là, je suis pas mécontent parce que depuis que je regarde ces chaînes-là, j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas forcément avant, tu sais. Notamment sur nous, les musulmans. On est dangereux, sa mère, frère, hein, c'est un truc de ouf, hein. Ah putain, mais je n'ai plus confiance en moi, maintenant, monsieur, moi. Maintenant, avant de monter sur scène, je me fouille pour être sûr que j'ai pas d'armes ou quoi, tu vois. On sait jamais, je sais plus qui je suis, tu vois, on sait pas. C'est une salle qui est vraiment difficile ici, ça veut dire que c'est pour ça que les gens viennent souvent tester leur vanne ici au Paname, parce que
quand une vanne marche ici, elle marche partout ailleurs. Tout est brut, tu vois. Ah, c'est pour ça que c'est difficile, parce que tu vois tout le monde. Bien tu sûr, vois tout. c'est difficile. Ouais, et puis les gens ici sont des connaisseurs. Les gens qui viennent au Paname, ils savent ce que c'est le stand-up. En France, quand tu vas acheter 40 € de médicaments, au lieu de payer 40 € de médicaments, bah, tu donnes ta carte vitale et tu payes seulement 2 ou 3 €. Bah, moi, le jour où j'ai appris ça, j'ai invité ma femme à manger à la pharmacie, frère. J'ai dit voilà. J'ai dit mange ces médicaments, connasse, évidemment. Alors, madame, monsieur, effectivement, en fait, vous avez payé une boisson tout à l'heure là-haut pour descendre ici. Bah, nous, on prend rien là-dessus, malheureusement. Ça reste tout pour eux, les bâtards. Et donc, nous, ils nous envoient ici dans une cave. Et donc, c'est grâce à vous qu'on vit. En fait, c'est selon ce que vous mettez dans le chapeau. Nous, on vous attend à la sortie avec une espèce de seau en champagne en acier. Il n'y a qu'une seule sortie, c'est par là. C'est pas la peine d'essayer de gratter les murs, là, de l'autre côté. Vous voyez le mur, là? Regardez bien le mur. Bah, c'est des traces de doigts, tout ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils grattent à fond. C'est pas bien ce qu'ils font, tu vois. Voilà. Ah oh, elle s'est déjà enfuie, la tarba. Merci à tous d'avoir suivi l'émission, ça fait plaisir. Je vous invite à revoir l'émission sur france3.fr, parce que .fr c'est la France, sinon ça aurait... Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur Facebook. Sur le Facebook, voilà, allez-y, ça va faire plaisir à tout le monde. Vive Paname, et vive le Paname aussi, parce que c'est là que ma vie, et je gagne de l'argent. Donc merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci Hakim. Bon voilà, tout est dit. Hein. C'est un chouette moment en tout cas. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Et au fait, avant de se quitter, les bons plans à retenir. Le Paname Art Café tous les soirs à partir de 18h. La cartonnerie allouée pour une bonne soirée pas comme les autres. Et puis Marine et ses balades insolites à réserver sur le site Mon Beau Paris.